symboliser la bataille du Pacifique, voilà deux des avions les plus importants qui ont fait que cette Seconde Guerre mondiale, le deuxième conflit mondial, était justement mondial. Pour que ça devienne mondial, il a fallu que les Japonais aillent faire un tour de couillon aux Américains en profitant du repos forcé du dimanche matin et samedi soir dans leurs unités navales, aériennes ou autres. Eh bien, les Japonais sont arrivés à l'aube, ils ont mis à feu et à sang la base navale, aéronavale de Pearl Harbor, et les États-Unis sont aussitôt entrés dans le conflit qui alors est devenu mondial. Et l'océan Pacifique est devenu à son tour un champ de bataille gigantesque à la dimension de ce gros morceau de planète. Un des avions les plus redoutés des Japonais, c'était cette espèce de bâtard qui nous survole. On ne sait plus si c'est un avion ou un bateau. Il y a une aile, donc c'est un avion, il y a des moteurs d'avion. Mais dessous, il y a littéralement un bateau. Le fuselage du Catalina, c'est aérodynamiquement parlant, c'est pas terrible. Mais sur l'eau, ça va très bien. Et donc, les gens qui pilotaient ce truc-là étaient moitié marins, moitié aviateurs, parce que le Catalina était un avion, un hydravion amphibie, de patrouille maritime à très 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 long rayon d'action. La preuve que c'était un truc à long rayon d'action, les Australiens qui dès le début s'étaient retrouvés évidemment coupés de la mère patrie, la princesse Elisabeth, petite princesse à l'époque, était fort loin de l'Australie, et pour les Australiens il était très difficile de garder le contact, physiquement parlant, avec la Grande-Bretagne. Mais les Australiens avaient une compagnie aérienne qui s'appelle toujours la Qantas. Q-A-N-T-A-S. Et il y a plein de gens qui se disent ça veut dire quoi? Qantas, ça veut dire Queensland and Northern Territories Aerial Services. Les services aériens du Queensland et des territoires du Nord. Et donc Qantas à l'époque, compagnie civile, avait une petite flotte de Catalina comme celui-là. Et à l'époque, ces fabuleux hydravions avaient une telle autonomie qu'ils avaient une ligne aérienne qui partait de Perth en Australie et qui volait jusqu'en Inde. Celui-là, par contre, il ne voit pas le soleil se lever deux fois, il n'a pas assez de carburant pour ça, pourtant c'est aussi un avion remarquable. C'est l'avion synonyme de la guerre du Pacifique, et il est bien nommé, il s'appelle le Corsair. Le Corsair. Le Corsair, c'est un truc qui est né à proximité de New York, chez un constructeur d'avions qui s'appelait Chance Vought, et l'ingénieur en chef de la maison s'appelait Rex Basel, et il voulait proposer à la marine américaine le chasseur embarqué ultime des chasseurs de porte-avions. Donc il voulait en plus faire un long courrier, c'est-à-dire un chasseur avec au moins 6 heures de carburant en interne, permettant des vols à longue distance au-dessus de l'océan Pacifique. Donc il y avait plein de pétrole dans cet avion. Et donc ça faisait un gros avion avec le plus gros moteur qu'il avait pu trouver dans l'arsenal américain. Et donc, comme il avait mis le plus gros moteur possible, donc la plus grosse hélice possible, vous imaginez 31 heures là-dedans? Allez, pousse pour mettre le nez par terre. Sans ça, on va finir sur la queue. Voilà. Donc, Rex Basel avait choisi le plus gros moteur possible, donc la plus grande hélice possible. Donc, il fallait le train d'atterrissage le plus haut possible. Et à l'époque, aucun cocktail métallurgique ne pouvait permettre de fabriquer un train d'atterrissage assez solide et assez haut.
Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a plié les ailes. Il a mis les ailes en W aplati, ce qui a permis de raccourcir la longueur des pattes du train d'atterrissage et de survivre à un appontage pour recommencer à voler plus le bateau. Donc le Corsair est devenu, les Japonais, dès qu'ils ont rencontré ces avions, ils en ont eu une peur bleue, parce que le bestiau est lourd, solide, et extrêmement rapide, piqué surtout, et on pouvait lui accrocher sous les ailes des bombes, des roquettes, des tas d'armements qui le rendaient absolument terrifiant pour celui qui était du mauvais côté de l'avion. Pour celui qui était du bon côté de l'avion, le pilote, c'était un avion tout aussi terrifiant, à tel point que pour apponter un Corsair sur le pont d'un porte-avions de l'époque a été longtemps considéré comme quasiment suicidaire. Et dans un premier temps, n'ayant pas de porte-avions suffisamment long pour recevoir les Corsaires, l'état-major américain a donné ces avions au corps des Marines pour les utiliser depuis des bases à terre.